Kaka, c'était 7 qualités de football. Vision de jeu, qualité de passe, dribble déroutant, sens du but, vainqueur du Ballon d'Or, champion du monde, un palmarès incroyable. Le joueur n'avait aucun haters. Les amis, ensemble on va replonger dans l'histoire de Kaka, ce prodige brésilien aussi redoutable qu'élégant qui a illuminé la Serie A et la Ligue des Champions. C'est parti dans Call Interview. Kaka, de son vrai nom Ricardo Isaacson dos Santos Leite, est né le 22 avril 1982 dans la ville de Gama au Brésil. Une ville de taille moyenne avec à peu près 130 000 habitants. Et Kaka va connaître une enfance assez facile, contrairement à de nombreux grands joueurs du football brésilien qui voient leur enfance dans des favelas, dans la pauvreté, dans la misère. Non, pour Kaka c'est différent. Son père est ingénieur, sa mère est institutrice, les revenus sont conséquents. Vous l'avez compris, on parle d'une famille plutôt aisée. Le cousin de Kaka avait déjà connu une carrière dans le foot professionnel, tout comme son grand frère Digao. Il y a donc déjà un sens pour le football, une affection pour le football développée dès le plus jeune âge. À l'âge de 7 ans, la famille déménage du côté de Sao Paulo et un an plus tard, Kaka est repéré par le Sao Paulo FC qui est séduit par sa vision de jeu, sa qualité de dribble et surtout son sens du but assez impressionnant. Il va y faire ses gammes jusqu'à l'âge de 15 ans, donc tout va bien pour lui. Jusqu'à ses 18 ans, où un accident qu'on va qualifier de domestique assez anodin a failli virer au drame. Kaka va s'amuser au bord de la piscine chez sa grand-mère et soudainement glisser sur le toboggan. La chute est terrible, il se brise la 6e vertèbre et les diagnostics des médecins sont peu encourageants. On parle d'une paralysie qui pour l'instant est temporaire mais qui pourrait et a de grandes chances de s'avérer être définitive. La famille qui s'est d'abord tournée vers la science et la médecine se dirige finalement vers Dieu et la prière et le joueur ne va pas y couper, il va également beaucoup prier. Après quelques temps, beaucoup de prières, c'est le miracle familial, Kaka est soigné, Kaka est guéri, plus de paralysie, il peut retrouver les terrains de football et développer sa passion. Cet épisode marquant, choquant, va renforcer la foi du joueur en la religion, en Dieu, et ça va le suivre tout au long de sa carrière. Il va l'afficher sur tous les terrains lors de ses célébrations, mais également dans sa préparation et dans sa vie de tous les jours. Cet épisode m'a certainement renforcé sur le plan spirituel. Dieu m'a aidé à guérir alors que je risquais d'être paralysé pour toujours sur une chaise roulante. Les débuts en professionnel pour Kaka, ils sont incroyables. Ils ont lieu le 1er février 2001 et ils sont dignes d'un conte de fées. Le joueur voit son équipe menée, dominée par Botafogo, va faire son entrée et claque un doublé en moins de 2 minutes seulement. Doublé décisif qui donne la victoire à Sao Paulo et qui lui permet notamment de remporter le titre du tournoi. Le tournoi Rio-Sao Paulo. Ouais, le nom, il est pas dingue, pas hyper recherché, mais c'est un titre quand même. Derrière, sa cote de popularité va connaître un gros boom, les fans le reconnaissent dans la rue, les journalistes et photographes l'épient jusqu'à son domicile. Et derrière, ça ne va être que la confirmation de ce qui a été aperçu dans ce tournoi. La 2e saison de Kaka, c'est 22 buts claqués. Et derrière, il connaît sa première sélection avec la Seleção, l'équipe nationale du Brésil. Seulement 364 jours après ses débuts en professionnel. Lors de son 2e match en sélection, il met son premier but. Et derrière, il est du voyage au Japon et en Corée du Sud pour le Mondial 2002. Il est le plus jeune joueur de ce groupe emmené par Felipe Scolari. Et il va disputer 19 minutes de jeu en phase de poule lors de cette compétition. C'est suffisant pour lui pour être sacré champion du monde aux côtés des Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu et j'en passe. Bref, des débuts de carrière rêvés. Seulement 1 an et demi après ses débuts en professionnel, des pas de bébé dans le monde pro du football, Ricardo Kaka est déjà sacré champion du monde. Qui pourrait rêver mieux? Et ça donne le ton pour la suite de la carrière qui va être assez incroyable. Les performances de Kaka en championnat sont remarquées au niveau national, au Brésil, mais pas que. Elles le sont également au niveau international et en Europe, quand il y a la sélection et un titre de champion du monde. C'est assez naturel. Et d'ailleurs, il y a le Paris Saint-Germain, club de seconde zone à l'époque, qui se manifeste et propose un prêt à Sao Paulo pour avoir les services du joueur. Alors que de l'autre côté, le Milan AC est un peu plus insistant par l'intermédiaire de Leonardo et propose un montant de 8,5 millions d'euros pour un transfert sec à Sao Paulo. Le club va hésiter, tout comme le joueur. C'est finalement le Milan AC qui va rafler la mise. Et pour cette somme de 8,5 millions d'euros, Berlusconi dira plus tard que c'était peanuts pour un joueur de cette qualité. Mais les vrais éloges et les anecdotes croustillantes, elles viennent de Carlo Ancelotti, qui a été aux premières loges pour admirer le talent du Brésilien dès les premières séances d'entraînement. Et on peut dire qu'il a été convaincu, le mister.
Quand Kaka est arrivé à Milan, il avait des lunettes, des cheveux et un visage de bon garçon. On avait l'impression d'avoir recruté un étudiant. Puis, on a vite compris quand il a eu le ballon entre les pieds, il était tout simplement monstrueux. Je n'avais pas les mots en le voyant. Dans l'une de ses premières actions d'entraînement, Gattuso n'a pas réussi à l'arrêter et lui a donc mis un coup, mais Kaka n'a pas perdu le ballon et Gennaro lui a lâché une insulte. Bref, quand il a enlevé ses lunettes et mis un uniforme de footballeur, il est devenu ce à quoi personne ne s'attendait, un crack. Les joueurs brésiliens, souvent quand ils arrivent en Europe, ils ont tendance à passer par des clubs européens. On vous l'avait déjà dit lors de la vidéo sur Robinho, qui est disponible sur la chaîne Call Interview. Allez voir ça les amis, on vous la met juste là-haut. Elle vaut le détour, elle est de qualité. Mais pour Kaka, pas besoin de ça. Si les Ronaldo et Romario sont passés par le PSV Eindhoven ou Rivaldo du côté de la Corogne, voire Ronaldinho du côté du Paris Saint-Germain, Kaka, lui, il n'a pas besoin de ça pour s'adapter. Il opte directement pour le Milan AC et met 1 mois pour mettre tout le monde d'accord et pousser Rui Costa sur le banc. Le grand Rui Costa, un des grands talents portugais qui était bien installé du côté du Milan. 1 mois plus tard, il est mis sur le banc au profit de Kaka qui illumine la Serie A et séduit toute l'Italie, notamment grâce à une passe extraordinaire pour Shevchenko sur le but du titre marqué par l'Ukrainien et dès la 32e journée, le Milan AC est déjà sacré champion d'Italie. Et le bilan chiffré, toutes compétitions confondues, il met de belles bases quand même. 49 matchs disputés, 41 titularisations, 15 buts, 7 passes décisives. Du côté de l'AC Milan, c'est 45 matchs, 37 titularisations, 14 buts, 6 passes décisives, coaché par Carlo Ancelotti. Au Brésil, c'est 4 matchs, 4 titularisations, 1 but, une passe décisive. Quel début tonitruant pour ce joueur, élu déjà meilleur joueur de Serie A dans ce Milan AC champion en 2004, mais également 15e du classement au Ballon d'Or. Des débuts incroyables, il est séduisant sur le terrain, mais également en dehors, ses coéquipiers l'adorent, il est très facile à vivre dans la vie de groupe, dans le vestiaire, bref. Que dire de plus? Bravo Monsieur Kaka. Ricardo Kaka sur sa 2e saison au Milan AC, les amis. Là, on parle de dinguerie, là, on parle de folie, là, on parle de niveau incroyable d'un joueur. Il a évolué, il n'est plus le joueur tendre et parfois un petit peu friable dans les moments très combatifs. Non, il a évolué, il a densifié son jeu, il a apporté un aspect combatif aussi qui est l'identité également de ce Milan AC qui ne lâche rien, qui se bat jusqu'à la dernière minute en plus d'une classe technique, d'un apport technique, d'une vision de jeu, d'une lecture de jeu et d'un sens du but qui est chirurgical chez ce Brésilien. Il va alterner, je vous l'ai dit, donc dans les matchs un peu compliqués avec beaucoup de densité au milieu de terrain réclamé par Carlo Ancelotti. Il évoluera dans un poste de second attaquant pour épauler Shevchenko ou Crespo et laisser place à des talents incroyables que sont Pirlo, Seedorf, Gennaro Gattuso, Ambrosini, bref, j'en passe. Vous avez compris, on est dans le grand Milan AC. Mais il y a également la possibilité pour Carlo Ancelotti de le faire descendre d'un cran, de le faire évoluer en pointe haute d'un milieu de terrain un peu en losange, derrière 2 attaquants que sont Crespo et Shevchenko. Bref, il y a le choix avec Kaka, il apporte une variété de jeu, une qualité de jeu, une vision de passe, une combativité, je l'ai dit, qu'il faut souligner pour un joueur brésilien doté d'une telle technique, c'est assez surprenant, mais bref, il n'y a que de la bonne influence autour de lui, donc il ne peut rien lâcher sur le terrain et il n'est que déterminant tout au long de la saison. Sur chaque match disputé, on sent sa patte, on sent son impact, mais ça ne suffira pas pour sacrer le Milan en Serie A. Milan AC termine 2e de Serie A sur cette saison, mais atteint la finale de la Ligue des Champions en 2004-2005. D'ailleurs, on va parler de cette finale qui est historique, qui est mythique, face aux Reds de Liverpool. Vous connaissez tous le scénario, 3-3 score final. Mais on va quand même parler de cette importante participation, de cette première mi-temps incroyable de Kaka, qui sur la première action, le premier but de Crespo, va décaler, mais avec une subtilité, une classe, une légèreté Shevchenko, avec un petit ballon piqué qui passe entre 2 défenseurs des Reds, et ensuite permettre à Shevchenko d'adresser un centre magnifique à ras du sol pour Crespo, qui va marquer son premier but de la soirée. Derrière, toujours dans cette première mi-temps, Kaka fait le boulot, accélération, petite balle, un caviar incroyable pour Crespo, qui va marquer son 2e but de la soirée dans cette première mi-temps. 3-0 à la pause pour les Milanais.
On se dit que ça y est, cette finale elle est pliée, on n'a plus rien à attendre des Reds de Liverpool, si ce n'est peut-être une réduction du score, mais on sait la qualité défensive du Milan et la qualité dans la gestion de match de ce Milan-là. On se dit que c'est impossible que les choses soient renversées. On l'a dit, vous connaissez ce scénario. Égalisation incroyable au bout du bout de cette équipe de Liverpool. 3-3 score final, penalty, défaite du Milan au tir au but. C'est très dur à avaler pour les fans milanais, pour les joueurs milanais, pour Kaka en partie. Mais il y a quand même une petite consolation parce que au sortir de cette C1 très douloureuse à digérer, il y a quand même la Coupe des Confédérations en 2005 avec Kaka qui va avec le Brésil remporter ce titre. Kaka va même marquer en finale de cette compétition face à l'Argentine, victoire 4-1. Bref, vous l'avez compris, saison incroyable de Kaka qui est déterminant que ce soit en sélection ou en club. Il a encore franchi un cap. On se demande où va s'arrêter ce talent qui marche sur l'Europe actuellement et qui permet de rêver du côté du Milan et d'espérer à des montagnes de titres à venir. Bref, faisons le bilan comptable. Il n'est pas moins chargé, impressionnant que le premier, c'est fou. Au total, toutes compétitions confondues, on est sur 71 matchs disputés, 63 titularisations, ce qui atteste donc d'une régularité, d'une disponibilité et pas de blessure pour un jeune. C'est normal, si jeune, mais quand même. 15 buts, 22 passes décisives. Sous les couleurs du Brésil, c'est 20 matchs qui font partie des premières statistiques citées. 17 titularisations, il a aussi franchi un cap en sélection. 6 buts marqués, 3 passes décisives. Kaka sera même 9e du classement du Ballon d'Or en 2005. Il est monté drastiquement dans le classement par rapport à la saison précédente. Et on vous l'a dit, le Milan termine 2e du championnat derrière la Juventus. La 3e saison pour Kaka, c'est encore une étape supplémentaire. C'est simple, avec ce joueur, chaque fois que vous pensez qu'il a atteint son maximum, son potentiel ultime, non, il vous surprend en travaillant minutieusement un aspect de son jeu en particulier et le pousse à des hauteurs incroyables. Pour cette 3e saison, c'est son sens du but qui a connu un travail incroyable, un développement dingue et surtout une amélioration notable. Et l'illustration parfaite, c'est ce triplé infligé au Chievo Vérone qui va séduire l'Italie, impressionner l'Italie, mais pas que. On sent Kaka prêt à marcher sur tout. Sa qualité technique, la variété apportée par cette qualité technique qui est très rare et très complète. On a l'impression qu'il sait tout faire. C'est simple, la qualité de passe, les décalages, les passes en profondeur, jeu court, jeu long. Il affiche une tablette impressionnante, quasi complète, qui en fait un joueur vraiment redoutable. Statistiquement, on va développer ça. Kaka, on l'a dit, passe un cap. Plus de buts, plus de matchs, passes décisives toujours au même niveau. Mais ce ne sera pas suffisant parce que le Milan n'arrivera pas à aller au bout en championnat. La faute à un scandale qui va engendrer des conséquences, des sanctions qui vont priver le Milan d'une performance. Statistiquement, on y vient. Les performances de Kaka, elles sont très fortes. C'est parti. Total de 58 matchs disputés, 50 titularisations, 22 buts marqués, 13 passes décisives. Le rapport de force a donc changé et les buts sont plus nombreux que les passes décisives. C'est une évolution de son jeu qui ne déplaît pas à Carlo Ancelotti et au Milan AC. Derrière, s'ensuit le mondial, on est en 2006. Mais avant ça, il y a la conclusion de cette saison. Le Milan est donc 3e de Serie A, inhabituel classement pour le club depuis l'arrivée de Kaka notamment. Mais il s'explique par le fameux Calciopoli, ce scandale des matchs truqués en Italie qui a vu la justice italienne être très sévère avec les clubs impliqués. Il y a la Juventus et la Lazio notamment qui ont été relégués en 2e division. C'est une autre histoire qu'on développera un autre jour dans Call Interview et dans les histoires que j'aime vous partager. Mais pour le Milan AC, la sanction elle sera de 30 points retenus à l'encontre du Milan AC. Arriver 3e avec une telle sanction, c'est déjà quelque chose de très impressionnant, mais ça montre aussi que le Milan n'échappe pas à ces punitions qui ont bouleversé, chamboulé le football italien qui était à son apogée à cet instant précis. On continue, la saison se termine donc avec cette frustration pour le Milan AC, cette déception, mais Kaka rejoint la sélection, c'est le mondial 2006. Pour nous les Français, c'est douloureux pour d'autres manières, mais pour les Brésiliens, c'est une étape importante. On commence avec Kaka, qui est titulaire pour son mondial. C'est la première fois qu'il le démarre dans la peau de titulaire. Et il va s'exprimer avec un talent qui est fidèle à lui-même, toujours régulier, qui répond présent. Il va notamment marquer en phase de poule, en 2e match de cette phase de poule face à la Croatie, un but victorieux et offrir une passe décisive à Ronaldo en 8e de finale.
malheureusement pour les Brésiliens, malheureusement pour Kaka, arrive un Zinedine Zidane inarrêtable, qui fait le bonheur de l'équipe de France et contre lesquels Kaka et consorts ne peuvent absolument rien. Élimination en quart de finale, c'est un séisme du côté du Brésil. Après la Coupe du Monde 2002, 4 ans plus tôt, qui était un succès, le Brésil fait partie des favoris avec pléthore de talents, Ronaldinho, Ronaldo, Kaka notamment qui est à son apogée. En tout cas, c'est ce qu'on croit parce que les saisons se suivent et ne se ressemblent pas parce qu'ils continuent de passer des niveaux incroyables. Mais au sortir de ce mondial, c'est la déception. Kaka va retrousser les manches alors que tout le monde pensait qu'encore une fois, il avait atteint le maximum de son potentiel et nous sortir un millésime, les amis. Vous n'êtes pas prêts. La saison 2006-2007 de Kaka du côté du Milan est pour moi sa meilleure et de loin. Pourquoi ? Parce qu'il répond présent dans tous les aspects du jeu, dans toutes les attentes qu'on peut placer en lui, et ce malgré des départs importants. Tout commence notamment en septembre avec ce match important face à l'Argentine du côté du Brésil. Victoire 3-0 des Brésiliens et Kaka il marque déjà un but mythique, un but important en traversant la moitié du terrain argentine et en marquant au bout. En octobre, toujours sous les couleurs du Brésil, il va hériter pour la première fois du brassard de capitaine face à la Suisse. Là encore, un symbole qui montre l'évolution du joueur en termes de performance, en termes de régularité, mais aussi en termes de statut. Il y a eu des départs et du coup, le Brésil est en recherche d'un renouveau, d'un joueur mythique, emblématique, et Kaka répond parfaitement à tous les critères. En club, d'autres choses se passent. Il y a le départ retentissant de Shevchenko du côté de Chelsea, alors que le joueur représente la légende du Milan, avec des statistiques, avec un statut, avec aussi des buts marqués chaque saison. Du coup, c'est une responsabilité qui en incombe à Kaka et qui revient sur ses épaules, le forçant à être buteur de manière maintenant quasi permanente. Ce n'est plus une possibilité, ce n'est plus une option, c'est presque un devoir pour Kaka, et qui va du coup évoluer à tous les postes offensifs. Il va être en numéro 10, il va être en numéro 9,5, en soutien de Pippo Inzaghi, ou voire même en numéro 9. Il n'en a que faire. Il est performant, enchaîne les buts et les passes décisives, ainsi que les performances remarquées. Il y a surtout cette campagne européenne qui commence par un triplé face à Anderlecht, retentissant là encore, qui montre toute son ambition, son appétit féroce et sa volonté de marquer les esprits, d'être très important, majeur, leader de ce Milan AC là. En championnat, les choses se compliquent un petit peu pour le Milan qui va finir seulement 4e de Serie A. C'est une saison sans. Mais si la priorité n'est pas sur le championnat qui est décevant, elle est donnée à la Ligue des Champions. Et ça, Milan sait le faire. Je vous l'ai dit, triplé important face à Anderlecht, mais même après, dans les phases à élimination directe, Kaka répond présent. Buteur face au Celtic en 8e de finale, buteur et passeur face au Bayern en quart de finale. Impressionnant, retentissant, déterminant, il y a tous les adjectifs possibles pour la performance de Kaka face à Old Trafford, face aux Red Devils de Manchester United en demi-finale. Il y a ce premier match aller qui laisse la possibilité à tout le monde de se qualifier, même s'il y a un avantage de prix, mais derrière, Kaka va simplement marquer de son empreinte cette rencontre et faire basculer le destin en faveur des siens. Il y a ce but, évidemment, qui est le but auquel tout le monde pense quand on pense à Kaka, face à Manchester en Ligue des Champions en demi-finale. Le joueur part en accélération, est au duel et voit Gabi Heinze et Patrice Evra se lancer dans une intervention musclée dont ces deux joueurs ont le secret, mais en apercevant ça, Kaka pousse une accélération, dévie le ballon de la tête dans sa course. Les deux joueurs viennent se rentrer dedans. C'est une image qui a fait le tour du monde et qui encore anime les réseaux sociaux aujourd'hui. On les voit se percuter, tomber au sol et regarder impuissant Kaka filer au but avant de tromper le gardien. La finale également est marquante parce qu'il y a ce retour face à Liverpool qui avait humilié Milan quelques années plus tôt en 2005. C'est l'opportunité pour Kaka et les siens de prendre leur revanche et de laver cet affront. Tous les yeux sont rivés vers cette finale, mais tous les esprits, tous les souvenirs, toutes les têtes sont tournés vers celle de 2005 avec cette humiliation dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt qui a été très douloureuse et très difficile à digérer pour cette équipe de Milan notamment. Pas du tout le même résultat, pas du tout le même destin. Milan l'emporte 2-1. Kaka n'est pas buteur, mais tout de même, il est sacré champion d'Europe. Et on parle du meilleur joueur de la planète, du continent, de la Ligue des Champions à ce moment-là. Il est meilleur buteur, meilleur joueur de cette campagne européenne. Le joueur affiche des statistiques qui sont très convaincantes également et qui laissent à penser que oui, ça y est, c'est l'apogée, c'est sa meilleure saison, il mérite le ballon d'or.
Écoutez ces statistiques dingues. 58 matchs disputés, 53 titularisations, 22 buts, 13 passes décisives. Du côté du Milan et du Milan uniquement, c'est 48 matchs, 46 titularisations, 18 buts marqués, 11 passes décisives sous les ordres de Carlo Ancelotti. Je vous l'ai dit, le Milan termine 4e de Serie A. Lui est élu meilleur joueur du championnat tout de même. Et surtout, la rumeur Real Madrid, qui est quasi automatique dans de telles circonstances, elle se met à gonfler. Elle est insistante et on commence à craindre du côté du Milan que le joueur cède aux sirènes du Real et à l'appel du club le plus prestigieux au monde. Ça ne va pas se passer comme ça. Au sortir de cette saison incroyable, Kaka va continuer sur les chapeaux de roue dans l'élan. Il va d'abord remporter la finale de la Super Coupe d'Europe face au FC Séville qui a été vainqueur de l'autre coupe majeure en Europe. Victoire 3-1 pour le Milan, but de Kaka à nouveau, les distinctions pleuvent, la reconnaissance notamment du roi Pelé qui le qualifie du joueur complet par excellence dans le football, qui sait absolument tout faire. Et surtout, Kaka a réussi là où Cristiano Ronaldo a échoué dans la confrontation directe de cette demi-finale. Cristiano n'a pas su qualifier son équipe, n'a pas su être le joueur déterminant des siens, malgré une saison brillante de très très haut niveau. Là où Kaka a lui été présent de bout en bout. Il a qualifié son équipe, marqué même un but d'anthologie face au grand Manchester United. Bref, Kaka est logiquement sacré pour le Ballon d'Or. Le dernier avant la grande domination de Cristiano Ronaldo et Léo Messi. Et surtout, il va encore une fois marquer les esprits par des reconnaissances qui tombent. Il est notamment parmi les 100 meilleures personnalités sacrées par le Times. Même dans la finale de la Super Coupe du Monde des clubs, il va être buteur et double passeur dans la finale face à Boca Juniors remportée par le Milan AC. Plus rien n'arrête Kaka. Mais la saison suivante est beaucoup plus compliquée pour le Milan qui termine 5e, pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, même si Kaka reste fidèle à lui-même, continue les performances de haut vol, va être seulement 8e de ce prochain classement Ballon d'Or, c'est un peu le contre-coup, mais surtout, il est handicapé par des performances collectives du Milan qui ne suivent pas. On arrive au bout d'un cycle, le Milan souffre et n'arrive pas à apporter une équipe aussi compétitive, aussi admirable, aussi constante que celle qu'elle a pu offrir à Kaka par le passé. Les rumeurs logiques de transfert s'intensifient. Après le Ballon d'Or déjà, le Real Madrid venait frapper à la porte dans son procédé habituel. Des rumeurs d'abord, on s'approche de l'entourage du joueur pour sonder la volonté du joueur de rejoindre ou non l'équipe. D'abord, il y a un nom ferme et définitif de la part du Milan quant à la vente de son joueur au sortir du Ballon d'Or. Il s'ensuit une saison, comme je vous l'ai dit, compliquée. Le Milan patauge, le Milan patine, le Milan est 5e de Serie A, ne se qualifie pas pour la prochaine Ligue des Champions, et ce malgré les performances encore une fois impressionnantes de Kaka. Le joueur finira 8e du classement du Ballon d'Or sur la saison suivante, le contre-coup, mais surtout, comme je vous l'ai dit, handicapé par les performances collectives, pas au niveau du talent du joueur. Et du coup, des premières sirènes viennent pour sonder encore une fois la faisabilité d'un transfert. Chelsea vient taper à la porte, surtout Manchester City qui se dit prêt à lâcher le gros chèque à 100 millions de livres pour arracher les services de Kaka et convaincre le Milan. Les discussions ont bien lieu, mais Kaka va attester, va signifier sa volonté de rester et il va être très ferme dans son discours en clamant son amour pour le club qu'il aime et qu'il porte dans son cœur. Si Milan veut me vendre, je m'assiérai à la table des négociations. Je peux dire que tant que le club ne voudra pas me vendre, je resterai pour sûr. Berlusconi, par la suite, il va annoncer la fin des négociations avec City, et ce pour la grande joie des fans milanais, qui vont aller même célébrer la nouvelle devant la maison de Kaka, qui sortira à la fenêtre, brandira un maillot du club et l'agitera devant des fans en plein délire, en pleine célébration pour le moment. La saison suivante, elle est toujours aussi compliquée sportivement pour le Milan qui continue de patiner en championnat avec un classement décevant, la 5e place encore. Toujours le même classement pour Kaka au Ballon d'Or qui continue d'afficher des performances remarquées et remarquables, surtout au sein d'un collectif aussi amoindri, aussi vieillissant qui a du mal à se renouveler, à se ressourcer. Le Real Madrid revient frapper à la porte et cette fois-ci, les sirènes sont un peu plus entendues, que ce soit de la part du joueur et du club. Berlusconi va commencer des négociations au mois de juin avec le club du Real. Les négociations, les discussions s'intensifient jusqu'à ce que le Real obtienne satisfaction. Le club est d'accord pour une vente. Kaka, qui n'est pas forcément pour quitter le Milan au départ, voyant que son club est prêt à ouvrir la porte à un départ, a même accepté l'offre du Real Madrid, se voit un petit peu trahi, déçu et décide de partir du côté de l'Espagne.
Mais attention, ce transfert vers le Real Madrid, il est plein de rebondissements. Pourquoi ? Parce que déjà, il ne s'est pas fait comme ça et il a fallu séduire Kaka. Déjà, il y avait le montant qui était colossal à l'époque de 67 millions d'euros. Il est le meilleur transfert, le plus haut transfert, le plus onéreux derrière les 75 millions de Zizou à l'époque. Et avant celui de Cristiano qui viendra le même été, mais tout de même, c'est significatif de la volonté du club de faire venir Kaka et également de l'envie d'en faire un grand projet, quelque chose d'XXL, avec la volonté de rassembler des galactiques du côté de Florentino Pérez. Et Valdano va être l'auteur d'une petite anecdote bien sympa qui va montrer le plan du Real pour séduire Kaka et le convaincre de rejoindre l'équipe madrilène. En 2002, lorsque le Real fêtait son centenaire, nous avons organisé une rencontre entre Star Mondial et le Real Madrid. J'ai eu l'idée d'appeler Kaka, il est venu et il a joué les 20 dernières minutes d'une manière fantastique. À la fin du match, j'ai parlé à Florentino et je lui ai dit « Nous avons ici un joueur qui vaut 12 millions d'euros maintenant et qui dans 4 ans va valoir 60. » Pour moi, la réponse de Florentino Pérez était inoubliable. Ne t'inquiète pas Jorge, nous allons attendre qu'il coûte 60 millions. Cette anecdote, elle illustre le fait que, une fois encore, le travail de séduction, les plans, la stratégie de Florentino Pérez et du Real Madrid, elle ne se fait pas que simplement sur un coup de tête, comme on peut le voir avec des clubs comme le Paris Saint-Germain ou parfois Manchester City qui ont des revenus et des moyens économiques colossaux. Non, le Real Madrid examine, analyse, voit sur le long terme avant de constituer une équipe et faire venir cette star. Certes, au niveau économique, le faire venir à 60 millions d'euros, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie comptable pour les finances du club, mais tout de même, lorsqu'on fait venir un joueur à 60 millions d'euros du niveau de Kaka, c'est vite amorti de par les performances, de par l'aura, de par l'aspect marketing du joueur, et du coup, c'est forcément bien pensé par Florentino Pérez. C'est une incroyable anecdote qui montre encore une fois que Kaka a séduit tout son monde et qu'on est prêt à tout du côté du Real pour le faire venir. Le bilan de Kaka quand même du côté du Milan, il faut le faire parce qu'il est impressionnant et que ça y est, la page se tourne. On est à la fin d'une histoire d'amour qui est toujours douloureuse et qui malheureusement n'est pas toujours facile à oublier pour les deux parties. Le Milan AC va entrer dans une période compliquée de son histoire avec un classement qui va se détériorer au fil des années, un déclassement aussi en termes de statut au sein du championnat de la Serie A. Et du côté de Kaka, on peut annoncer déjà que par la suite, il ne retrouvera jamais son niveau affiché du côté du Milan AC, son rayonnement qui était aperçu quotidiennement du côté de l'Italie, et que son histoire avec le Real Madrid va être beaucoup plus compliquée, beaucoup plus morose que celle qu'il a connue du côté du Milan. 70 matchs disputés, 95 buts, 74 passes décisives. Élu en 2010 dans le Hall of Fame du club. Bravo monsieur, c'est incroyable et c'est totalement mérité. Mais tout le monde s'en rappelle, le mercato du Real Madrid sur cet été, ce n'est pas seulement Kaka, non, c'est également la signature de Cristiano Ronaldo et de Karim Benzema qui constitue une attaque de fous furieux pour les Madrilènes et qui promet de grands titres et revenir embêter ce FC Barcelone. Mais finalement, les choses elles vont se compliquer assez rapidement parce que Florentino Pérez, qui voit en Kaka le successeur, le digne héritier de Zinedine Zidane du côté de Madrid, il va lui proposer le numéro 10 ou le numéro 5 laissé vacant. Sauf que Kaka va le refuser, estimant que le fait de marcher dans l'ombre de Zidane n'est pas forcément bénéfique pour lui, pour la pression qui va lui être infligée et les attentes qu'il y a déjà autour de son transfert du côté des fans et des médias. Ce n'est pas un manque de respect à Zidane, mais justement pour m'en démarquer, montrer que je ne suis pas son successeur, je suis Kaka. Le Brésilien va donc opter pour le numéro 8 et va connaître des débuts malgré tout assez ternes sous les couleurs du Real Madrid. Seulement 3 buts, 2 passes décisives en 12 matchs disputés sous les couleurs madrilènes. On est loin des attentes. Et d'ailleurs, ça va mal se finir dès la première partie de saison parce que le joueur va se blesser avec une contusion de l'os du pubis qui va le tenir éloigné des terrains pendant la quasi-totalité du mois de décembre. Et pendant ce temps, c'est l'heure déjà du premier bilan du côté du Real. La patience n'est pas la meilleure, la plus grande qualité des supporters et des médias madrilènes autour de cette équipe des merengues. Et du coup, on estime déjà que le joueur n'est pas à la hauteur des investissements du club, du montant du transfert et des efforts consentis pour le faire venir. Mais où est passé ce ballon d'or qui a fait rêver toute l'Europe et notamment donner l'envie au Real Madrid de le recruter contre vents et marées, quel que soit le prix? C'est compliqué pour Kaka qui souffre de cela, mais qui va revenir tout de même pour la deuxième partie de saison.
Et là encore, il y a du mieux, mais on est loin, loin, loin des performances qu'il avait pu afficher du côté de Milan, avec des statistiques timides, des performances en dents de scie, peu de régularité. On sent que l'alchimie ne prend pas et que le joueur n'est pas forcément épanoui du côté de Madrid, qu'il faut faire quelque chose. Les saisons d'adaptation existent, mais quand même. Les chiffres, c'est important du côté du Real, surtout pour un joueur qui joue dans un poste offensif. Et de ce côté-là, malheureusement pour Kaka, c'est pas terrible du tout. 33 matchs disputés, 29 titularisations, 9 buts marqués, 12 passes décisives. Le pire, c'est qu'en plus de ça, c'est une saison blanche pour les merengues, malgré un nombre de points très important, 96 points récoltés par les joueurs de Manuel Pellegrini, mais ce n'est pas suffisant pour prendre la couronne au Barça, qui va finir devant. Là encore, année sans titre, malgré des efforts colossaux consentis par le club et Florentino Pérez pour faire venir les 3 stars de devant. Et finalement, le destin, à part pour celui de Cristiano Ronaldo, il est un peu mitigé pour les stars. On sent que Benzema a du mal à exister face à Higuaín. Et en plus de ça, Kaka est lui l'ombre de lui-même par rapport aux joueurs qu'il était du côté du Milan. Il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à travailler du côté du Real Madrid, mais beaucoup trop tôt pour jeter l'éponge. Kaka va aller se refaire la cerise avec le Mondial 2010. Malgré ses performances en dents de scie, il reste un titulaire de cette équipe brésilienne parce qu'il a réussi à démontrer par le passé. Et on espère même le relancer après une saison un peu morose du côté de Madrid, le retour en sélection avec des joueurs qu'il connaît, avec un maillot qu'il estime beaucoup, et surtout auprès de ses proches après des vacances, on se dit que ça peut être pas mal. Mais là aussi, on sent un mal-être. Il y a 2 passes décisives offertes en ce début de mondial face à la Côte d'Ivoire, mais aussi un carton rouge récolté qui va le priver de la fin de cette phase de poule. Il revient pour la phase à élimination directe, va offrir une passe décisive face au Chili, mais après, c'est une élimination terne, morose, bien fade des Brésiliens face aux Pays-Bas, là encore, en quart de finale. Je vous l'ai dit, la première saison à Madrid, elle est pauvre, elle n'est pas très séduisante, elle est un petit peu inquiétante, elle aspire à douter, elle aspire à hésiter quant à l'avenir de Kaka du côté du Real Madrid, mais là encore beaucoup trop tôt pour exiger un transfert, pour exiger un départ. Il y a quand même les signaux à prendre en considération. Qui dit saison blanche avec une telle armada du côté du Real Madrid dit forcément changement de coach. Et du coup, Florentino Pérez va faire appel au crack des managers disponibles sur le marché, José Mourinho. Sauf que dans le même temps, il y a une annonce qui est faite du côté du Real. Kaka va être opéré du ménisque qui le faisait tant souffrir depuis des longs mois et depuis notamment son arrivée au Real Madrid. C'est une façon d'expliquer les contre-performances, le mal-être, la timidité du joueur et surtout ses statistiques qui sont faméliques. Il va donc être absent pendant 4 mois, il faut un renfort pour combler son absence et on fait donc appel à Mesut Özil. Autre vidéo, allez voir les amis, on vous a fait un épisode sur Mesut Özil qui est délicieux, allez voir ça, on vous met l'affiche juste ici, n'hésitez pas à cliquer ou finissez au moins cette vidéo. Özil lui est flamboyant, l'Allemand connaît une adaptation éclair et il répond tout de suite aux exigences de José Mourinho. C'est incroyable, tout va bien, l'alchimie est totale avec notamment Cristiano Ronaldo, donc Kaka a énormément de mal à retrouver son poste malgré son retour de blessure et sa convalescence terminée. Il ne figure quasiment jamais dans le 11 de José Mourinho qui lui donne quand même du temps de jeu en fin de match notamment, mais on ne peut pas blâmer vraiment l'entraîneur portugais qui ne voit rien de très convaincant de la part de son joueur, surtout quand l'autre marche sur l'eau. Et finalement, Kaka va arriver avec une fin de saison qu'il terminera en boulet de canon, certainement liée à sa reprise physique. Il a retrouvé des sensations, il a retrouvé une confiance et retrouvé une continuité qui lui permettent d'avoir le rythme dans les jambes et de pleinement s'exprimer sur un terrain de football. Fin de saison tonitruante, beaucoup de buts, 3 passes décisives en 6 matchs, c'est colossal, à tel point qu'il retrouve même un statut de titulaire aux yeux de José Mourinho pour terminer cette saison et cet exercice du côté du Real. En parallèle, il y a quand même cette Coupe d'Espagne qui est remportée, durant laquelle malheureusement Kaka n'est pas convaincant du tout. Il n'existe que très peu, 0 but, 0 passe décisive. Il terminera même la finale et la demi-finale sur le banc en ayant très peu de confiance de la part de son coach. Je ne vais pas vous parler de statistiques qui sont bien amputées et pas vraiment significatives de la part de Kaka, mais il y a quand même des éléments positifs à prendre en compte. Cette fin de saison au championnat qui a été l'élément positif, la lueur d'espoir, le rayon de soleil dans l'obscurité, la pénombre que subit Kaka, dans laquelle évolue Kaka depuis son arrivée au Real Madrid. Le fait d'être débarrassé également de sa blessure, cette douleur au dos, qui va lui permettre de retrouver une préparation, une condition physique optimale durant
avant l'été et du coup connaître une saison prochaine, cette fois-ci à la hauteur des attentes. Tous les voyants sont au vert, malgré la menace aux îles, qui, elle, ne compte pas se laisser faire non plus. Au sortir de cette saison 2010-2011, le bilan chiffré pour Kaka, il est pas dingue non plus. On est sur 20 matchs disputés, 12 titularisations, 7 buts marqués, 6 passes décisives sous les ordres de José Mourinho. Le Barça continue de dominer la Liga, malgré les 92 points récoltés par le Real Madrid, qui finit encore une fois deuxième. Et si on fait un petit zoom sur les performances de Kaka, ça reste très limité, très loin des attentes, très loin de ce qu'on peut espérer d'un joueur recruté à prix d'or et surtout avec les promesses de son niveau de ballon d'or d'il y a quelques saisons et de l'alchimie qui devrait prendre sur le terrain aux côtés de Cristiano Ronaldo et consorts. Ozil lui fait de l'ombre à tel point que du côté de la Seleção au Brésil, la tendance est remarquée. Le manque d'aura, le manque de régularité, le manque d'impact, le manque de jeu et de confiance aussi du joueur n'échappe pas à l'œil du sélectionneur qui ne va pas le retenir pour la Copa América. C'est un autre coup dur pour Kaka qui, rappelons-le, je vous l'ai dit il y a quelques saisons, lors de la saison du Ballon d'Or en 2007, il avait hérité du brassard de capitaine face à la Suisse. On en est bien loin maintenant et ça inquiète pas mal pour la suite. La troisième saison pour Kaka et les Galactiques au Real Madrid doit être celle de la confirmation. Il n'y a plus d'excuses, les joueurs sont habitués à leur nouvel environnement, ont un coach de renommée mondiale qui a fait ses preuves ailleurs. Plus aucune raison d'échouer. Alors certes, il y a eu un grand Barcelone, ce ne sera pas le cas sur 2 années de suite du côté du Real Madrid, en tout cas c'est ce qu'on pense. Si on arrive à reperformer au même niveau avec ne serait-ce que 92 points obtenus, il y a de grandes chances pour que le titre arrive. Et c'est un peu la même tendance dans la lecture des événements vis-à-vis du joueur Kaka. Ça y est, il n'y a plus d'excuses, le joueur est adapté, connaît la maison madrilène et doit pouvoir s'exprimer pleinement et montrer l'étendue de son talent. Si ce n'est pas le cas, il faudra vraiment commencer à anticiper un potentiel remplacement, se débarrasser du joueur, partir sur autre chose. Et le joueur en a a priori conscience parce que le début de saison est assez séduisant. Il nous sort notamment une masterclass en Ligue des Champions face à l'Ajax et on se dit pourquoi pas qu'on peut retrouver le Kaka qui a brillé, qui a illuminé le Milan AC et toute la Lombardie et voire même toute la Serie A à l'époque du Ballon d'Or. Les espoirs sont réanimés, les espoirs sont totaux du côté des joueurs et des fans du Real Madrid. On se dit que ça y est, le grand Kaka est là. Mais au fur et à mesure de la saison, malgré, je l'ai dit, cette performance lumineuse face à l'Ajax avec un but, une passe décisive, victoire 3-0 des Merengues, le manque de confiance, le manque de soutien peut-être, le manque en tout cas de ressenti d'affection, va faire que Kaka petit à petit va rentrer dans le rang, retomber dans ses travers des saisons précédentes et disparaître petit à petit du 11 mis en place par José Mourinho. Il y a aussi la concurrence qui est féroce avec Mesut Ozil, qui lui est beaucoup plus régulier, avec, il faut l'avouer, une exposition médiatique bien moins oppressante que ce que peut ressentir Kaka. Et lui n'a pas ce statut de ballon d'or qu'il doit confirmer au Real Madrid. Il a le statut d'un joueur de qualité qui sort d'un club moyen en Allemagne, en tout cas pas le grand club du Bayern Munich par exemple, en Allemagne, et qui donc a moins d'attentes sur ses épaules. On attend de lui de performer parce que c'est un joueur du Real Madrid, mais bien moins qu'on peut attendre de la part d'un ballon d'or comme Kaka qui arrive par la grande porte en étant l'un des 3 galactiques. Ça va peut-être jouer son rôle, en tout cas dans le développement de Kaka, dans l'histoire que va connaître Kaka au Real Madrid, parce que je vous l'ai dit, au fur et à mesure, Kaka disparaît, le sprint final approche, il va être impressionnant de la part des joueurs du Real de José Mourinho. Ils vont atteindre la barre symbolique et record des 100 points en Liga. Ça permet de passer devant le FC Barcelone, d'être champion après tant d'années d'attente. Et enfin, l'ère galactique est confirmée. L'ère galactique est de retour et porte ses fruits. 100 points acquis, c'est un record, c'est flamboyant, c'est digne du Real Madrid, avec un titre à l'arrivée aussi. Parfait pour José Mourinho qui justifie encore une fois son statut de seul homme capable de renverser la domination du Barça sur cette Liga. Mais si on fait un zoom sur les performances de Kaka, c'est pas ça, encore une fois, dans ce sprint final importantissime où on l'a dit, il doit y avoir un homme fort à ce poste clé pour le Real Madrid. C'est pas Kaka qui va l'incarner, et les 100 points obtenus, c'est aussi parce qu'il y a une alchimie totale devant et derrière dans l'équipe, et elle est incarnée par Mesut Ozil aussi, pas par Kaka. Lui ne disputera que 7 des 10 derniers matchs du club. C'est dire de la confiance que lui donne le coach, c'est dire aussi de l'importance qu'il a dans cette équipe-là. Tout est en train de sombrer un petit peu, je vous l'ai dit, c'était un peu la saison de la dernière chance dans la lecture des événements.
et elle ne tourne pas en faveur de Kaka. En termes de statistiques, en Liga, eh bien c'est quand même un peu mieux que les saisons précédentes, mais pas tonitruant non plus, pas digne de son statut. Et si on regarde à l'échelle de la saison, là encore, les chiffres parlent. On est sur 40 matchs disputés, 25 titularisations, 8 buts, 16 passes décisives. Il y a plus de matchs, il y a plus de titularisations que les saisons précédentes, il y a plus de buts, plus d'incidence directe dans le jeu et sur l'aspect offensif et décisif de l'équipe. Mais quand même, toujours pas au niveau du Real Madrid, toujours pas au niveau de ce qu'on attend d'un joueur Ballon d'Or. Ça se transforme vraiment en impasse pour Kaka et on se dit que l'alchimie ne prendra jamais. Petit fun fact, ça va apporter un petit peu de légèreté quand même pour le joueur et c'est à mettre à son crédit. Il est le premier sportif sur Twitter à atteindre la barre des 10 millions de followers. On est bien loin des performances réalisées aujourd'hui par les footeux, par les grandes stars de ce sport, y compris Cristiano Ronaldo qui est très très loin de ce compteur-là sur ses réseaux sociaux, mais quand même. À l'époque, c'est un record. Les réseaux sociaux n'étaient pas au niveau qu'ils sont aujourd'hui. Donc, on va l'attribuer à Kaka. C'est un peu les seules choses qu'on peut lui donner du côté du Real Madrid. Donc, on va pas cracher dessus. On est déçu, mais Kaka va rebondir. Lui, en tout cas, on est persuadé. Il a son destin en main. Il a toujours confiance en son talent et se dit qu'il peut inverser la tendance. Malheureusement, du côté de la Copa, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Il y a peu d'éléments qui peuvent apporter un petit peu d'optimisme quand même quand on lit ce qu'il se passe autour du joueur, la pente et la tendance qui l'entoure. Ça pue pour le bonhomme. La saison 2012-2013, elle est significative dans l'histoire de Kaka au Real Madrid parce qu'elle correspond à l'arrivée de Modric. Luka Modric arrive en provenance de Tottenham. Et le joueur, évidemment, prétend à une place de titulaire, encore une fois, dans l'entrejeu. Modric est capable de jouer en 10, comme un poste un petit peu plus bas, en 8, dans une équipe aussi armée que celle du Real. Et en plus de ça, Ozil est toujours présent, en tout cas, il y a embouteillage. Du coup, Mourinho lui fait comprendre qu'il est libre de partir, qu'il a l'intention aussi d'alléger non seulement le nombre de joueurs dans l'effectif et la masse salariale du club, parce que Kaka représente un gros salaire. Mais le joueur ne va pas l'entendre de cette oreille. Malgré des propositions en Première Ligue, voire au Paris Saint-Germain même, eh bien, Kaka va rester à quai, va rester au Real Madrid, même s'il ne fait pas partie, encore une fois, des plans. Il y a la Super Coupe d'Espagne. Il n'est pas retenu par José Mourinho dans la victoire obtenue par le Real Madrid face au Barça. Ça en dit long sur la tendance. Mais malgré tout, il s'accroche, on peut lui accorder ce crédit-là, et le joueur va réaliser une préparation de haut niveau au point de potentiellement faire par-ci par-là douter José Mourinho, qui va lui donner sa chance, mais je vous l'ai dit encore une fois, partiellement, pas dans des meilleures conditions, pas forcément avec l'équipe titulaire et surtout avec un temps de jeu très réduit. Il va jouer très peu, c'est une saison vraiment quelconque pour le joueur, avec un rythme pas digne d'un titulaire et surtout pas digne d'un si grand joueur. Et il y a l'acharnement des supporters madrilènes qui ont épargné Kaka quand même sur tout le long de son aventure du côté des merengues, malgré son statut, malgré les attentes qu'il y avait autour de lui, malgré ses performances loin d'être à la hauteur, et son salaire commence à faire grincer des dents. 10 millions d'euros annuels pour un joueur qui cire le banc, pour un remplaçant, c'est beaucoup, beaucoup trop, et ce même au sein du Real Madrid. 32 matchs disputés, 19 titularisations, 7 buts et 6 passes décisives. Ces statistiques sont un peu trompeuses. Elles incluent les matchs avec le Real Madrid, mais également avec la Seleção, qu'il a retrouvé notamment au mois d'octobre, avec 2 matchs et 2 buts disputés sous les couleurs du Brésil. Mais ça ne suffira pas pour donner à Kaka sa confiance et lui permettre de retrouver son niveau de l'époque. José Mourinho, qui est en grand froid, en grande tension avec son vestiaire, avec la direction, on se rappelle des coups d'éclat avec Casillas, avec Sergio Ramos, bref, les joueurs sont nombreux et même Cristiano Ronaldo a des soucis avec le coach portugais. Et ça va le mener à sa perte. José Mourinho va perdre l'influence qu'il avait sur son vestiaire. Tout le monde va demander sa tête. Et à la fin de cette saison, il va quitter la Maison Blanche du Real Madrid. Kaka, lui, va même avouer dans une interview accordée à un média plus tard qu'il aura passé 3 ans à essayer de convaincre José Mourinho de lui donner sa chance et qu'il pouvait lui faire confiance. Le joueur n'est pas en odeur de sainteté au club et lui personnellement voit l'arrivée du Mondial 2014 en fin de saison. Il veut retrouver un statut en sélection et ça passe par des performances régulières en club. Ce n'est pas possible à Madrid, il faut partir. Mais cela signifie donc que ça y est, on peut mettre un coup de tampon sur l'histoire de Kaka au Real Madrid. C'est un échec recruté à prix d'or, 67 millions d'euros, ce qui est colossal à l'époque, bien plus colossal, bien plus important qu'aujourd'hui.
pour un ballon d'or, ça ne marche pas. L'alchimie n'a jamais pris, il n'a jamais fonctionné et le joueur va repartir par la toute petite porte. 10 millions d'euros de salaire par saison et il repart libre. Ça fait énormément d'argent investi par Florentino Pérez et c'est un échec. Ils sont suffisamment rares pour le président du Real Madrid pour être souligné. Kaka en est un criant. Quel autre club pour retrouver son amour, pour retrouver son niveau et pour retrouver surtout un statut qu'il revendique en sélection? Qui d'autre que le Milan? Il a toujours adoré ce club. Le club a besoin de se relancer et d'une figure importante pour que tout le monde croie en ce projet et surtout de la qualité au sein de l'effectif. Quand Kaka est parti, le club était en chute libre avec une génération qui était en bout de cycle, qui arrivait en fin d'histoire et qui devait être renouvelée. Malheureusement, pendant le temps de Kaka au Real Madrid, ça n'a pas forcément été très bien géré. Le club atteint un niveau bien loin du lustre d'antan qu'il a pu connaître lors du premier passage de Kaka. Lui va retrouver son numéro 22 et surtout le brassard de capitaine, beaucoup d'enthousiasme autour de lui. Il signe quand même avec prudence au club parce qu'il s'engage pour 2 saisons, mais a une clause dans son contrat qui lui permet de quitter le club librement si jamais il n'y a pas de qualification européenne en fin de saison. L'enthousiasme est quand même de mise, malgré la baisse de qualité, comme je vous l'ai dit, fini les Seedorf, fini les Ambrosini, fini les Pirlo, on a laissé la place à Montolivo, à Tarabt et à Balotelli. Ça ne suffira pas, mais on peut quand même espérer avec le talent de Kaka. Le joueur commence sa saison, je vous l'ai dit, brassard de capitaine au bras, numéro 22 dans le dos, mais malheureusement il va se blesser dès le mois de septembre et manquer la quasi-totalité du mois. Le début de l'histoire est repoussé, mais quand même Kaka revient de blessure, plein d'enthousiasme, soutenu par des supporters qui croient au retour du grand héros. Et il va montrer un enthousiasme important et surtout apporter de la qualité. Mais cela ne va pas suffire à faire changer d'avis Kaka. Lui veut retrouver un statut de titulaire dans une équipe qui joue les premiers rôles parce qu'il a le Mondial 2014 en ligne de mire et veut retrouver un statut avec sa sélection. Je vous l'ai dit, début de saison poussif, mais quand même, le joueur va essayer d'exister, les statistiques sont pauvres et le changement de coach en cours de saison ne va pas changer grand-chose. Massimiliano Allegri va laisser sa place à Clarence Seedorf, mais le classement du Milan est à l'image de ce que peut produire l'équipe collectivement à ce moment-là, c'est-à-dire très moyen, 5e place, mais surtout, pour qu'on ait un avis, pour qu'on ait une idée de la valeur de ce Milan vis-à-vis du reste du champion et surtout du leader de cette Serie A, la Juventus, il y a 45 points de retard pour le Milan derrière la Juventus. Donc le classement n'est pas non plus, on ne parle pas de 16e place, on ne parle pas de 10e place, non, mais quand même, il y a un vrai déclassement, une vraie distance prise par le leader de ce championnat et on voit clairement que le Milan AC n'évolue plus dans la même catégorie. Je vous l'ai dit, absence donc de compétition européenne pour la saison prochaine pour Kaka et pour le Milan, possibilité pour le joueur donc de quitter Milan. Et il va saisir cette opportunité. Je vous l'ai dit, 5e place arrachée par le Milan AC et donc pas de qualification en Ligue des Champions. Le contrat du joueur lui permettait de se libérer du Milan AC en cas de non-qualification en Ligue des Champions. Il va saisir cette opportunité et prendre la direction d'Orlando à l'été 2014. Mais c'est un crève-cœur pour Kaka qui quitte l'endroit qu'il a considéré comme sa maison, son amour footballistique. Et surtout, les fans, les tifosi du Milan AC qui l'ont toujours soutenu, toujours montré énormément d'affection, de confiance et d'amour. Mais voilà, c'est le moment des au revoir. Il va être l'auteur d'un message très émouvant sur Facebook qui va toucher toute la Serie A, mais également l'Europe, toute la Lombardie et déchirer le cœur des supporters du Milan AC. Quitter un lieu que vous avez appelé maison est toujours une décision difficile. Mais votre maison n'est pas seulement l'endroit où vous laissez votre cœur. C'est aussi le lieu que vous porterez dans votre cœur. Et ce lieu, pour moi, c'est le Milan AC. Direction donc Orlando City, les États-Unis, un nouveau championnat, un nouveau challenge et surtout Kaka va ouvrir la voie à de nombreux joueurs. Vous parlez de Messi aujourd'hui qui est en Floride, le départ de Kaka, le fait de montrer la voie à ce point-là a peut-être contribué à ça et les États-Unis peuvent lui dire merci. Mais on est à l'été 2014, la saison américaine ne débute qu'en début d'année 2015. Il prend donc la direction de Sao Paulo, retrouve son club formateur pour une durée de 6 mois avant de se lancer dans sa nouvelle aventure américaine. C'est l'occasion pour lui de retrouver une dernière fois son pays d'amour en étant footballeur et c'est aussi une belle preuve de fidélité
qui est très rare dans le monde du football, qui n'est pas en tout cas si commune, de retrouver le club qui lui a permis de faire ses débuts et de briller un peu plus tard du côté de l'Europe. Il va aussi vivre ses derniers moments en sélection en décembre 2015, une dernière apparition très brève dans les 10 dernières minutes de match accordée par le sélectionneur face au Panama et l'opportunité de dire au revoir à un deuxième amour qui a tant compté dans sa vie et qui a toujours été un objectif pour lui. L'histoire du côté d'Orlando City, elle a quand même le mérite d'exister, il faut en parler. Le joueur, je vous l'ai dit, après un passage éclair du côté du Brésil et de Sao Paulo, va débuter son histoire américaine et va même marquer ce football américain. Pourquoi ? Parce qu'il est bien au-dessus du lot, on sent toute la différence dans la classe, dans le niveau, la qualité de jeu, la qualité physique même du joueur et dans son intelligence de jeu. Son intelligence de jeu, il est bien au-dessus de ce qui est pratiqué, de ce qui est offert du côté de la MLS. Mais quand même, ça ne suffira pas à ce que Orlando arrive à atteindre son objectif, à savoir les playoffs. Individuellement, Kaka va quand même, je vous l'ai dit, afficher des statistiques intéressantes. Il va même être le MVP du All-Star Game en distillant une passe décisive à David Villa face à Tottenham et même marquer un but. Ça, je pense que c'est juste histoire de me piquer. Il savait que j'allais faire cette vidéo. Bref, blague à part, Kaka est au-dessus du lot, mais n'arrive pas à atteindre l'objectif collectif. Orlando va d'abord terminer 7ème de MLS et donc rater les playoffs. Et la deuxième saison, qui est quasi similaire à la première, Kaka va, avec Orlando, arriver 8ème. Et donc, encore une fois, cette conférence Est est trop relevée pour le niveau collectif moyen de cette équipe. Et pas de play-off encore une fois. Pour la petite anecdote, Kaka qui n'a jamais reçu de carton rouge dans toute sa carrière, soit 14 ans en professionnel, il va le recevoir en MLS, en Amérique, avec un premier carton rouge direct, ce n'est même pas de carton jaune, premier carton rouge direct reçu. C'est la petite anecdote, il se souviendra toujours de son passage à Orlando pour ça. Et je vous l'ai dit, c'est précurseur, parce qu'aujourd'hui, si on voit des Lionel Messi, par exemple, signés en Floride, c'est aussi et peut-être parce qu'on a vu un Kaka montrer la voie par le passé, un petit peu à l'instar des David Beckham et autres, qui ont montré qu'il y avait quelque chose à faire du côté des États-Unis, peu importe ce qu'on en pense, peu importe les raisons qui motivent ces joueurs-là. Aujourd'hui, il y a quand même un championnat qui a connu une évolution assez importante sur les 10 dernières années. Merci à Kaka pour ça, les Américains peuvent lui dire. Mais du coup, on arrive à la fin de son histoire à Orlando. Les statistiques, elles sont, comme je vous l'ai dit, honorables par rapport au niveau affiché là-bas et par rapport au niveau de ses coéquipiers. 78 matchs disputés, 25 buts marqués, 19 passes décisives. Le 17 décembre, le joueur va annoncer sa retraite. Ça y est, le football c'est terminé. Et pourtant, des clubs ont tenté de l'en dissuader en lui faisant des offres pour terminer sa carrière là-bas. Évidemment, ces deux clubs d'amour sont Sao Paulo qui a tenté de rafler la signature du joueur, mais également le Milan AC qui a essayé d'avoir une dernière pige avec son joueur, qui l'a tant aimé avec un amour réciproque et qui a vu au vu des statistiques que je viens d'énoncer que peut-être il y avait quelque chose à faire avec un Kaka en joker dans des matchs importants. Pourquoi pas récolter quelques points. C'est un refus de la part du joueur qui estime de son côté avoir assez donné pour le football et qu'il est temps de partir et ne pas faire la saison de trop. C'est une fin romantique pour Kaka qui laisse des frustrations, qui laisse de l'admiration et qui laisse surtout la sensation qu'on aurait pu atteindre un peu plus, mais qui nous a également tellement régalé. C'est un peu le symbole des joueurs brésiliens avec qui on a beaucoup d'attentes, toujours d'avoir un peu plus, d'avoir encore un petit peu plus loin dans la performance, mais qui en termes d'émotion, en termes de ressenti, d'affection et surtout de romantisme nous régalent tout au long de leur carrière. Ils sont nombreux à avoir été dans ce cas-là. On peut parler de Neymar qui divise aujourd'hui par sa carrière, par le niveau de jeu affiché, mais qui a rendu fou d'amour beaucoup de fans de football. Cette fin d'aventure pour Kaka, elle est assez symptomatique de ce qu'on peut retenir du joueur. Un joueur qui est plein de romance, plein d'élégance, plein de classe et qui fonctionnait beaucoup à l'émotion, à l'affection et qui finalement aurait pu, je pense, et à mon avis, c'est partagé par beaucoup de monde, aller bien plus haut dans sa carrière. Mais c'est un peu à l'image du football brésilien. Ils sont nombreux à nous avoir éblouis, nous donner envie d'un plus encore, d'aller casser le plafond, de tout rafler sur leur passage. On peut penser à Neymar qui divise, on peut penser à Ronaldinho, à Ronaldo, le fameux R9, et bien plus encore, qui nous ont donné énormément d'émotions à travers le football, mais qui finalement, au vu de leur talent, au vu de leur potentiel, n'ont pas accompli autant que ce qu'on aurait pu espérer pour eux, même s'ils ont raflé pour beaucoup des ballons d'or, des Ligues des Champions, des titres de champion du monde.
mais est-ce qu'il y avait la place pour aller plus loin? Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, les amis. Qu'avez-vous pensé de Kaka, ce joueur qui a tellement peu de haters, et ça c'est si difficile dans le monde du football? Avez-vous apprécié sa carrière? Pensez-vous qu'il est surcoté, qu'on accorde un peu trop de crédit à ce qu'il a réalisé? Êtes-vous déçu par son passage au Real? Estimez-vous qu'il n'aurait jamais dû y aller, qu'il aurait dû rester au Milan, ou au contraire que c'était un choix judicieux mais que les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il brille là-bas? Je vous attends en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, une nouvelle histoire qui nous a marqué dans le football à partager ensemble, parce que c'est ce que j'adore faire avec vous. Et on continue de kiffer le foot ensemble. Allez, ciao.